La Révolution française, un événement emblématique du XVIIIe siècle, n'est pas simplement un bouleversement politique, mais un véritable tremblement de terre dont les répliques continuent de résonner à travers les siècles. Elle émerge dans un contexte de tensions profondes, tant économiques que sociales, marqué par des inégalités criantes. La France, alors sous le règne de Louis XVI, est un pays où le luxe et la misère coexistent de manière presque grotesque. À la fin du XVIIIe siècle, la France est divisée en trois ordres: le clergé, la noblesse et le tiers-état, ce dernier représentant la grande majorité de la population. L'inégalité de la répartition des richesses et des privilèges est frappante. Pendant que le roi et l'aristocratie s'adonnent à des fêtes extravagantes, le peuple, écrasé par des impôts exorbitants, souffre de la faim et de la pauvreté. Cette disparité devient de plus en plus insupportable, alimentée par des années de mauvaises récoltes et de crises économiques. Les Lumières, ce mouvement intellectuel qui prône la raison, la liberté et l'égalité, jetteront également de l'huile sur le feu. Les idées de philosophes tels que Rousseau, Voltaire et Montesquieu circulent, incitant les esprits à remettre en question l'autorité monarchique et à envisager une nouvelle société fondée sur des principes de justice et d'égalité. Ces idées ne restent pas confinées au salon parisien, elles parviennent jusqu'aux paysans et aux ouvriers, qui commencent à rêver d'un avenir meilleur. La goutte d'eau qui ferait déborder le vase est la convocation des États généraux en 1789. La France est au bord du gouffre financier, et le roi, dans un dernier effort pour redresser la situation, appelle les représentants des trois ordres à se réunir. Ce qui devait être une simple formalité se transforme rapidement en une confrontation explosive. Le tiers-État, frustré par son absence de pouvoir, se déclare Assemblée nationale, affirmant ainsi sa légitimité. Les premiers cris de révolte résonnent dans tout le pays. Le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille devient le symbole de la résistance populaire. Cet ancien bastion de la monarchie, transformé en prison, est perçu comme un monument de l'oppression. La foule, armée de son courage et de son désespoir, s'empare de la forteresse, marquant ainsi le début d'une révolution qui ne fera que s'intensifier. Ce jour-là, la Bastille tombe, mais avec elle s'effondrent les certitudes d'un ancien régime. L'impact de la Révolution sur la société française est immense. Les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité sont proclamés avec force. Les privilèges de la noblesse sont abolis et les droits de l'homme sont inscrits dans la Déclaration de 1789. Franchement, on pourrait penser qu'il s'agit là d'une recette miracle pour un bonheur partagé, mais la réalité est plus complexe. Les idéaux révolutionnaires s'accompagnent de conflits internes et de luttes de pouvoir. L'Assemblée nationale, initialement unie dans sa quête de justice, se divise rapidement entre modérés et radicaux, chaque groupe tentant de tirer la couverture à lui. La terreur, période sombre de la Révolution, illustre à quel point les idéaux peuvent être pervertis. Sous la conduite de figures comme Robespierre, la guillotine devient le symbole d'une justice expéditive où le moindre soupçon de trahison peut mener à une mort certaine. Les révolutionnaires, qui avaient rêvé d'une société meilleure, se retrouvent parfois à perpétuer la violence qu'ils espéraient abolir. Ironiquement, le cri de liberté se change en un cri de terreur et de méfiance. Pourtant, il serait simpliste de réduire la Révolution française à un simple enchaînement de violences. Elle est aussi le berceau de nouvelles idées et de nouvelles formes de gouvernance. La France, en proie à ses luttes internes, devient un laboratoire d'expérimentation politique. Les notions de démocratie et de citoyenneté, bien que malmenées, commencent à germer dans l'esprit des Français. Le suffrage universel, bien qu'encore lointain, commence à apparaître comme un idéal à atteindre. L'impact de la Révolution ne s'arrête pas aux frontières de la France. Elle inspire d'autres mouvements à travers le monde, notamment en Amérique latine et en Europe, où les idées de liberté et de lutte contre l'oppression trouvent un écho. La Révolution française devient ainsi un modèle à la fois admiré et craint pour des générations futures. Elle enseigne que les peuples peuvent se lever contre des systèmes jugés injustes, mais aussi que ces luttes peuvent engendrer des conséquences inattendues.
En somme, la Révolution française représente un tournant décisif dans l'histoire, marquant une rupture avec l'ancien monde. Elle nous rappelle que le chemin vers la liberté et l'égalité est souvent semé d'embûches. Les idéaux qu'elle a portés continuent d'influencer notre pensée moderne. Et même si l'histoire nous enseigne que chaque révolution peut contenir ses propres contradictions, il est indéniable que les leçons tirées de cette période continuent de façonner notre société contemporaine. Alors, à quoi ressemblerait notre monde aujourd'hui sans ce moment charnière? Une question à méditer. À la fin du XVIIIe siècle, la France vit encore sous l'Ancien Régime, une période marquée par un système social rigide et des inégalités criantes. Imaginons un instant les rues de Paris, animées, grouillantes de vie, où se côtoient nobles, bourgeois, artisans et paysans. Chaque pas sur le pavé résonne comme un écho des privilèges et des souffrances d'une société sur le point de s'effondrer. La société française de l'époque est divisée en 3 ordres: le clergé, la noblesse et le tiers-état. Le clergé, bien que relativement restreint en nombre, détient un pouvoir considérable. Les évêques et les abbés vivent dans le luxe, tandis que les simples curés peinent à joindre les deux bouts. Quant à la noblesse, elle est souvent perçue comme une aristocratie déconnectée des réalités du peuple. Les nobles, vêtus de soie et de velours, occupent des châteaux flamboyants où ils mènent une existence de fêtes, de bals et de réceptions. Mais derrière ces dorures se cache une société en décalage avec la vie quotidienne, où les inégalités sociales sont palpables. Le tiers-état, représentant environ 88% de la population, est le véritable moteur de la France. Ce groupe hétérogène, qui inclut des paysans, des artisans et des bourgeois, est souvent écrasé sous le poids des impôts. Les paysans, qui cultivent la terre, souffrent de la faim et de la misère. Les récoltes peuvent être capricieuses, et lorsque la famine s'installe, c'est leur santé et leur survie qui sont en jeu. Les artisans, quant à eux, travaillent de longues heures dans des conditions parfois précaires, espérant que leur labeur sera enfin récompensé. Les bourgeois, issus de la classe moyenne, aspirent à une vie meilleure, mais sont souvent confrontés à des barrières sociales qui les maintiennent à distance de la noblesse. Les privilèges des nobles et du clergé sont au cœur des tensions. Par exemple, le droit de chasse réservé à la noblesse est un symbole fort de cette inégalité. Les paysans qui vivent sur ces terres n'ont pas le droit de chasser pour se nourrir, ce qui peut sembler à bien des égards un comble. Imaginez un paysan, affamé, voyant des cerfs traverser son champ, mais ne pouvant rien faire. Cette frustration, mêlée à la misère, crée un terreau fertile pour la révolte. Mais la vie sous l'Ancien Régime ne se résume pas uniquement à la lutte pour la survie. C'est aussi une époque de culture et de raffinement, où les salons littéraires fleurissent et où les idées des Lumières commencent à imprégner les esprits. Des penseurs comme Voltaire, Rousseau et Diderot remettent en question les fondements de l'autorité et de la tradition. Ces idées, bien que souvent réservées à l'élite, commencent à infuser la société, ouvrant la voie à une remise en question des hiérarchies établies. Dans les campagnes, la vie quotidienne est rythmée par les saisons et les travaux des champs. Les paysans se lèvent à l'aube, leurs mains marquées par le dur labeur. Leurs journées sont ponctuées par les rites agricoles, les fêtes de la moisson et les célébrations religieuses. La communauté joue un rôle central. Chacun est soudé par des liens de solidarité, mais aussi par la peur des seigneurs et des taxes qui les écrasent. Lorsque l'on parle de la vie sous l'Ancien Régime, il est essentiel de ne pas oublier ce tissu social qui, bien que fragile, est fondamental. Les villes, quant à elles, offrent un contraste saisissant. Les bourgeois, bien que soumis au pouvoir des nobles, s'enrichissent grâce à leurs activités commerciales et artisanales. Ils aspirent à une reconnaissance sociale, et certains d'entre eux tentent de se rapprocher de l'aristocratie par le mariage ou la culture. Les cafés et les salons parisiens deviennent des lieux de rencontre où se discutent les idées nouvelles. Les rumeurs de révolte commencent à circuler, mais pour l'instant, la vie continue, marquée par une certaine légèreté, comme si l'on pouvait ignorer la tempête qui s'annonce. Cependant, la réalité est que ce quotidien est teinté de désespoir et d'angoisse pour une grande partie de la population.
Les émeutes de la faim, par exemple, ne sont pas des événements isolés. Elles témoignent d'une colère sourde qui gronde sous la surface. Les prix du pain, aliment de base, fluctuent, et lorsque la disette s'installe, les conséquences peuvent être désastreuses. Les cris des femmes dans les rues résonnent comme un appel désespéré à la justice, à l'équité. Les années précédant la Révolution sont également marquées par une série de crises financières, aggravées par les dépenses extravagantes de la cour et les guerres coûteuses. Le roi Louis XVI, bien qu'illuminé par les idées des philosophes, se heurte à une réalité économique calamiteuse. Les tentatives de réforme sont souvent étouffées par l'opposition des privilégiés qui craignent pour leurs privilèges. Ce climat d'incertitude et de mécontentement est le terreau fertile d'une révolte imminente. À l'aube de la Révolution, chaque classe sociale ressent un malaise profond. Pour les paysans, les artisans et même une partie du clergé, l'Ancien Régime est synonyme de souffrance. Pour les bourgeois, c'est le désir de pouvoir et de reconnaissance qui les pousse à revendiquer un changement. Le quotidien sous l'Ancien Régime, bien que riche en culture et en tradition, est également un quotidien qui pèse lourdement sur les épaules de ceux qui n'ont que peu de voix. Le vent de l'histoire commence à souffler et les jours de paix semblent compter. Au cœur du XVIIIe siècle, la France se tenait à un carrefour historique, un moment où les tensions sociales, politiques et économiques commençaient à s'accumuler comme une tempête prête à éclater. Les premières étincelles de la Révolution française ne sont pas apparues dans un vacuum, mais plutôt dans un contexte de désespoir croissant parmi le peuple, tandis que, dans les salons dorés des nobles, on continuait à déguster des mets raffinés et à discuter dernières modes de Paris. L'indifférence des aristocrates face aux souffrances du tiers-état, si ce n'était tragique. La France de l'époque est un pays de contrastes saisissants. D'un côté, une noblesse vivant dans l'opulence, profitant des privilèges d'un système féodal en déliquescence. De l'autre, une paysannerie épuisée par des impôts écrasants et des récoltes décevantes. Les nobles, souvent reclus dans leurs châteaux, semblaient croire que leur monde de luxe était à l'abri des réalités du peuple. Ils s'adonnaient à des plaisirs futiles, tandis que les paysans peinaient à survivre. Qui aurait pu imaginer qu'un jour, un homme en haillons pourrait défier un noble en habits brodés? Ce contraste, à lui seul, était déjà une invitation à la révolte. Les événements déclencheurs de la Révolution peuvent être retracés à travers une série de crises économiques, politiques et sociales. Au milieu des années 1780, la France était confrontée à une dette colossale, conséquence de guerres coûteuses, notamment la participation à la guerre d'indépendance américaine. Les nobles, dans leur grande sagesse, se contentaient de suggérer des augmentations d'impôts sur les classes inférieures, tout en continuant à profiter des nombreuses exemptions fiscales dont ils jouissaient. Quelle belle manière de résoudre un problème, n'est-ce pas? Les premières gouttes d'essence sur le feu révolutionnaire sont peut-être tombées lors de la convocation des États généraux en mai 1789. Ce rassemblement, qui devait initialement être l'occasion de discuter des réformes fiscales, s'est rapidement transformé en un véritable théâtre de tensions. Les représentants du tiers-État, représentant la majorité de la population, ont été accueillis avec une indifférence glaciale par les nobles et le clergé, qui se considéraient comme les véritables acteurs de la scène politique. Ils étaient, après tout, les héritiers d'un ancien régime qu'ils jugeaient inébranlable. Les nobles, confortablement installés dans leur bulle, ne voyaient pas l'ombre d'une révolte se profiler à l'horizon. La fameuse réunion s'est vite muée en un débat houleux où les représentants du tiers-État ont exigé un vote par tête plutôt que par ordre. Ce qui, pour les nobles, ne devait être qu'une simple formalité, s'est révélé être le point de non-retour. Au fur et à mesure que les discussions s'envenimaient, les tensions s'accumulaient et l'aspiration à plus de justice sociale prenait racine dans les esprits. Ce climat de désespoir a culminé le 14 juillet 1789, lorsque la prise de la Bastille a marqué le début d'un bouleversement sans précédent. La Bastille, symbole de l'oppression monarchique, était perçue comme une forteresse imprenable. Les nobles, dans leur arrogance,
n'avaient sans doute pas prévu qu'un groupe de révolutionnaires, armés de leur seul courage et d'une détermination farouche, parviendrait à l'assiéger. Les cris de « À bas la tyrannie » résonnaient dans les rues, et la prise de cette prison est devenue le symbole d'une lutte pour la liberté et l'égalité. Pourtant, dans les salons parisiens, on continuait à s'étonner de la soudaine agitation du peuple, comme si les révoltes populaires n'étaient que des caprices passagers, des modes que l'on pourrait ignorer. Les événements de 1789 ont aussi été marqués par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée en août de la même année. Ce texte, rédigé avec soin, n'était pas seulement un cri de ralliement, mais également un véritable coup de fouet à l'égard des privilèges aristocratiques. Il proclamait la liberté, l'égalité et la fraternité, des concepts que beaucoup de nobles trouvaient charmants, mais qu'ils considéraient comme inapplicables à leur mode de vie. Après tout, comment pourrait-on concevoir un monde où un paysan aurait les mêmes droits qu'un duc? L'idée, bien que séduisante pour certains, était jugée complètement absurde par d'autres. L'ironie du sort voulait que les nobles, en s'accrochant à leurs privilèges, aient contribué à leur propre déchéance. Chaque coup de plume sur les documents révolutionnaires était un coup porté à leur pouvoir. Les premières étincelles de la Révolution française ont été alimentées par l'incompréhension et l'indifférence d'une aristocratie qui ne voyait pas le vent de changement souffler dans les rues. Alors que les nobles continuaient à danser au son de la musique, le peuple, lui, avait décidé de changer de mélodie. En somme, les premières étincelles de la Révolution française se sont allumées dans un contexte de mécontentement généralisé, exacerbé par l'indifférence d'une noblesse en décalage avec la réalité. Ces événements, qui ont débuté comme une simple réunion des États généraux, se sont rapidement transformés en un torrent de revendications et de révoltes. Les nobles, trop préoccupés par leur propre confort, n'avaient pas vu venir la vague qui s'annonçait. Et cette vague, bien que d'abord sourde, allait bientôt se transformer en un tsunami de changements irréversibles. Le 20 juin 1789, un événement marquant se déroule dans une salle de jeu de paume, un sport populaire à l'époque, mais dont le nom résonne désormais dans les annales de l'histoire française. Ce jour-là, les députés du tiers-État, face à une monarchie de plus en plus répressive et à une noblesse sourde à leurs revendications, prennent un engagement solennel qui changera le cours de la Révolution française. Ils jettent les bases d'une nouvelle France, déterminée et unie, unissant leurs voix contre l'inertie du pouvoir royal. C'est dans un climat de tension palpable que les représentants du tiers-État se retrouvent, après avoir été exclus des États généraux par le roi Louis XVI, qui ne voyait pas d'un bon œil l'assemblée grandissante de ses citoyens désireux de changement. Loin de se laisser décourager, ces députés, représentant le peuple français et ses aspirations, décident de se rassembler dans cet espace confiné, un simple jeu de paume, pour affirmer leur volonté de ne pas se laisser museler. Ce moment, que l'on pourrait qualifier de coup de théâtre, se transforme en une scène de détermination et de promesse. Dans cette salle, ils se mettent d'accord sur un serment, ne pas se séparer avant d'avoir donné à la France une constitution. Ce geste, simple en apparence, est en réalité un acte de défi face à une monarchie qui tente de les réduire au silence. L'unité qui émane de ce serment est palpable. Chaque député, qu'il soit avocat, agriculteur ou artisan, se sent investi d'une mission collective. Loin d'être seulement une question de politique, ce serment devient un symbole de la volonté populaire, un cri de ralliement pour ceux qui aspirent à la liberté et à l'égalité. Loin des fastes de Versailles, ces hommes se tiennent debout, unis dans un espace modeste, et s'engagent à défendre les droits du peuple français. Cette promesse sera l'une des premières manifestations d'une volonté populaire qui ne tardera pas à faire trembler les murs du pouvoir. Il est intéressant de noter que ce moment n'est pas seulement la quête d'un simple changement de régime, mais également le désir d'un bouleversement des valeurs sociétales. Les députés du tiers-État ne se contentent pas de revendiquer une place au sein du système, ils aspirent à redéfinir ce qu'est la France elle-même. Le serment du jeu de paume
est également un moment de défiance face à la monarchie absolue. Louis XVI, en tentant de déplacer l'Assemblée à un autre endroit, voulait démontrer sa mainmise sur les événements. Pourtant, c'est dans ce jeu de paume que les députés réalisent leur force collective. Ils comprennent que leur pouvoir réside non pas dans leur statut individuel, mais dans leur capacité à agir ensemble. Une idée qui, ironie du sort, ressemble à un jeu de société où l'unité et la stratégie l'emportent sur le pouvoir personnel. Par ailleurs, ce serment ne se limite pas à un simple acte de défi. Il incarne également l'esprit de solidarité qui émerge au sein du tiers-État. Des hommes de différentes régions, de différentes professions, se réunissent pour défendre un idéal commun. C'est un signal fort pour ceux qui, en dehors de cette salle, subissent les injustices d'un ancien régime. Le serment devient un symbole d'espoir et de résistance. En effet, la décision de ne pas se séparer avant d'avoir rédigé une constitution se transforme en une promesse d'un avenir meilleur, où la voix du peuple pourra enfin être entendue. Sur le plan symbolique, ce serment marque un tournant. Il représente le moment où le tiers-État, jusqu'alors considéré comme la partie inférieure de la société, s'affirme comme un acteur incontournable de l'histoire. Ce jour-là, ils ne sont plus seulement des députés, mais deviennent les architectes d'une nouvelle France. Ils jettent les bases d'un projet politique qui vise à établir un équilibre des pouvoirs en rompant avec l'autoritarisme monarchique. Cette unité se manifeste également dans le choix même du lieu. La salle du jeu de paume, bien que modeste, devient un symbole de la résistance populaire, remplaçant les grands salons de Versailles. Ce changement de décor illustre l'idée que le pouvoir ne réside pas uniquement dans les palais, mais aussi dans la rue, dans les cœurs et les esprits des citoyens. Ce lieu, qui était un simple espace de loisirs, se transforme en un lieu historique, un sanctuaire pour ceux qui luttent pour leurs droits. Le serment du jeu de paume marque ainsi le début d'une dynamique qui ne cessera de s'amplifier. En effet, après ce moment décisif, les citoyens de France vont progressivement se mobiliser pour revendiquer leurs droits, entraînant dans leur sillage des changements sociaux et politiques considérables. La Révolution française ne fait que commencer, et ce serment résonne encore dans les luttes contemporaines pour la liberté et l'égalité. En somme, le serment du jeu de paume est bien plus qu'un simple acte symbolique. C'est une déclaration d'intention, un pacte entre des hommes qui, pour la première fois, se lèvent ensemble pour revendiquer leur place dans l'histoire. C'est le début d'un voyage tumultueux vers un avenir incertain, mais porteur d'espoir. Dans ce moment de détermination, la voix du peuple commence à se faire entendre, et il est difficile de ne pas sourire, en pensant que parfois, les plus grands changements commencent dans les endroits les plus inattendus. Le 14 juillet 1789, Paris se lève dans un tumulte passionné. Un vent de révolte souffle sur la capitale. Ce jour-là, une forteresse, symbole de l'oppression et de la tyrannie, va devenir le théâtre d'une scène qui marquera à jamais l'histoire de France. La Bastille, cette imposante prison dont les murs de pierre semblent porter le poids de siècles d'injustice, est le centre de toutes les convoitises. La situation est, disons-le, quelque peu absurde. Dans une ville où le pain se fait rare et les inégalités frappent de plein fouet, des Parisiens, armés de leur détermination et de quelques vieilles armes, s'apprêtent à s'attaquer à une forteresse qui, à première vue, semble inexpugnable. Les rumeurs circulent. Des armes seraient cachées à l'intérieur de la Bastille. Les échos de la Révolution américaine, où des colonisateurs s'étaient rebellés contre la couronne britannique, résonnent dans l'esprit des insurgés. Mais ici, il ne s'agit pas seulement de la quête d'armes. Il s'agit d'un cri de désespoir, d'une volonté de renverser le système. Les Parisiens, majoritairement composés de sans-culottes, ces hommes et femmes du peuple sans privilèges, se rassemblent devant les murs de la Bastille. Armés de piques, de faux et même de quelques canons récupérés, ils se préparent à l'inimaginable. Pendant ce temps, les soldats de la garnison, commandés par le gouverneur de la Bastille, Bernard-René de Launay, se préparent eux aussi. Mais qui aurait pu croire que cette journée serait marquée par un tel combat? La Bastille, cette forteresse imprenable, est assiégée par une foule en colère,
mais aussi par un certain désespoir et une bonne dose d'ironie. Le début de l'assaut est à la fois chaotique et presque comique. Les assaillants, peu habitués aux tactiques militaires, se lancent à l'attaque, mais le manque de coordination est flagrant. Les cris et les slogans résonnent dans l'air, entrecoupés de rires nerveux. Pour certains, c'est un moment de pure folie. Qui aurait pensé qu'une forteresse, symbole de la monarchie, tomberait sous le poids des cris de la populace? La scène est à la fois tragique et presque burlesque, comme une pièce de théâtre où les acteurs improvisent. Les heures passent et le siège continue. Les assaillants tentent de pénétrer à l'intérieur des murs épais de la Bastille, mais les soldats, bien retranchés, tiennent bon. On s'aperçoit rapidement que l'absence de stratégie pourrait bien être l'ennemi le plus redoutable. Mais la détermination des révolutionnaires est telle qu'elle finit par faire plier les défenses. La foule, galvanisée par une intensité émotionnelle et un sens du collectif, finit par obtenir gain de cause. Les murs de la Bastille commencent à céder. Vers midi, une brèche est ouverte. Les révolutionnaires, encouragés par leurs camarades, s'engouffrent dans la forteresse. La scène devient alors plus dramatique. Les cris de victoire se mêlent aux hurlements de désespoir des soldats qui, malgré leur bravoure, réalisent qu'ils sont sur le point de perdre Battle. Launay, le gouverneur, se rend compte qu'il ne peut plus tenir. Dans un dernier acte de résistance, il tente de parlementer, mais il est trop tard. Le vent de l'histoire souffle dans une direction bien précise. Une fois à l'intérieur, la situation prend une tournure encore plus absurde. Les insurgés découvrent que la Bastille, loin d'être le lieu d'horreur qu'ils imaginaient, abrite des prisonniers en nombre réduit et, comble de l'ironie, certains d'entre eux sont des nobles. La prise de la Bastille devient alors plus un symbole qu'une victoire militaire. Les révolutionnaires, désorientés, réalisent qu'ils n'ont pas seulement pris une prison, ils ont pris un symbole, un monument à la tyrannie, une icône de la monarchie. À la fin de la journée, les têtes tombent. Launay est capturé et tué par la populace, une scène qui illustre le renversement brutal des rôles. Ce qui était autrefois un bastion de pouvoir se transforme en scène de carnage. Les révolutionnaires, d'abord galvanisés par leur victoire, se retrouvent face à des conséquences imprévues. La prise de la Bastille n'est pas seulement une victoire contre la monarchie, elle est le début d'un nouveau chapitre, rempli de promesses, mais aussi de chaos. Ce jour-là, la Bastille n'est pas seulement tombée, elle a laissé place à un nouveau symbole. La folie et l'absurde se mêlent à la tragédie. La prise de la Bastille devient alors le point de départ d'une révolution qui, à son tour, engendrera des événements tout aussi dramatiques. Les Parisiens, en levant le drapeau de la liberté, n'ont pas seulement pris une forteresse, ils ont ouvert la porte à un tourbillon d'événements qui changera à jamais le cours de l'histoire. Le 14 juillet, jour de la prise de la Bastille, demeure gravé dans les mémoires comme une date charnière. C'est le moment où le peuple s'est levé pour revendiquer ses droits, où le rire et les larmes se sont mêlés dans une danse chaotique. La Bastille, autrefois symbole de l'oppression, devient alors le symbole de la liberté, même si, comme nous le savons, la route vers cette liberté sera semée d'embûches. Les échos de ce jour-là résonnent encore dans nos mémoires, rappelant que parfois, l'absurde est le terreau fertile des révolutions. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée en août 1789, constitue l'un des documents fondamentaux de la Révolution française. Elle ne se contente pas de poser des revendications spécifiques, elle incarne une véritable révolution des idées. En effet, ce texte s'inscrit dans un contexte où les valeurs des Lumières commencent à s'imposer face aux dogmes anciens et où la notion de droit individuel acquiert une nouvelle dimension. Mais qu'est-ce qui a poussé ces penseurs à revendiquer des droits pour tous? Et comment cette déclaration a-t-elle influencé la pensée politique moderne? Pour comprendre l'impact de la déclaration, il faut d'abord saisir les idées qui la nourrissent. Inspirée par les philosophes comme Rousseau, Montesquieu et Voltaire, la déclaration prône des principes tels que la liberté, l'égalité et la fraternité. Elle affirme que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Une phrase qui, à première vue, semble simple, mais qui, dans le contexte de l'Ancien Régime, équivaut à une véritable révolution. L'idée que chaque individu possède des droits inaliénables, indépendamment de la classe sociale ou de l'origine, remet en question des siècles de hiérarchie et de privilèges. La déclaration se veut également universelle. Elle se pose comme un modèle que d'autres nations pourraient adopter. En effet, les révolutionnaires français ne se contentent pas d'écrire pour leur propre pays. Ils envisagent la diffusion de ces idées à travers le monde, prônant que chaque homme, quel que soit son pays, mérite d'être libre. C'est là un aspect très audacieux, presque présomptueux, mais qui montre à quel point les idéaux de la Révolution sont porteurs d'espoir. L'un des articles les plus marquants est celui qui affirme que la source de toute souveraineté réside dans la nation. Une affirmation qui, à l'époque, peut sembler évidente, mais qui conteste le droit divin des rois, un principe qui a régné sans partage pendant des siècles. Ainsi, le peuple devient le véritable détenteur du pouvoir, une révolution dans la pensée politique. Ce concept de souveraineté populaire va nourrir des mouvements et des révolutions dans le monde entier, de l'Amérique latine aux révolutions de 1848 en Europe. Cependant, la déclaration ne se contente pas d'énoncer des droits, elle pose également des limites. Les droits de l'homme ne sont pas absolus, ils doivent être exercés dans le respect des droits des autres. C'est une nuance importante qui peut sembler logique aujourd'hui, mais qui, à l'époque, a suscité des débats passionnés. La question de savoir jusqu'où s'étend la liberté de chacun, sans empiéter sur celle des autres, reste d'une actualité brûlante. Il est intéressant de noter que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été rapidement suivie d'une série d'autres textes qui, eux, sont souvent moins bien connus. La Déclaration de l'homme et du citoyen a été suivie par exemple par la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, rédigée par Olympe de Gouges en 1791. Dans ce document, Olympe de Gouges revendique l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, une idée qui, bien que révolutionnaire pour son époque, a encore besoin d'écho dans nos sociétés contemporaines. L'impact de la déclaration dépasse largement les frontières de la France. Elle inspire des mouvements révolutionnaires dans le monde entier. Des pays comme les États-Unis, qui avaient déjà adopté leur propre déclaration d'indépendance, trouvent dans le texte français une nouvelle légitimité pour leur lutte. En Amérique latine, des figures comme Simón Bolívar s'inspirent également des principes de la déclaration pour libérer leur peuple du joug colonial. Mais, comme souvent dans l'histoire, la mise en pratique de ces idéaux ne sera pas sans heurts. Les années qui suivent l'adoption de la déclaration voient émerger de nombreux conflits internes, des luttes de pouvoir entre différentes factions révolutionnaires et, finalement, la terreur. En effet, le même principe qui prône la liberté peut être utilisé pour justifier la répression de ceux qui sont perçus comme des ennemis de la Révolution. L'histoire illustre bien que les idéaux les plus nobles peuvent parfois être détournés. Il serait réducteur de considérer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme un texte figé dans le temps. Elle est, au contraire, un document vivant qui continue de nourrir les réflexions sur les droits humains et la démocratie. Les débats sur ces principes continuent de résonner aujourd'hui, que ce soit dans le cadre des discussions sur les droits des minorités, les droits des femmes ou encore les droits des réfugiés. La question de la portée de cette déclaration et de son application reste d'actualité, témoignant de la complexité de vivre ensemble dans un monde où les droits de chacun doivent être respectés. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est donc bien plus qu'un simple document historique. Elle représente un jalon dans la lutte pour la dignité humaine et continue d'inspirer des générations entières à travers le monde. À travers ces mots, elle nous invite à réfléchir sur notre propre rapport à la liberté, à l'égalité et à la justice. En ce sens, la Révolution française, loin d'être un événement figé dans le passé, devient une source inépuisable de questionnement et de réflexion pour notre présent. Au cœur de la Révolution française, les sans-culottes émergent comme des figures emblématiques du peuple. Ces hommes et femmes issus des classes populaires incarnent une nouvelle voie qui
qui réclament justice, égalité et liberté. Mais avant d'explorer leur rôle dans cette période tumultueuse, arrêtons-nous un instant sur leur célèbre appellation, sans-culottes. Un terme qui, à première vue, pourrait prêter à sourire. En effet, à l'époque, le port du pantalon long était un symbole de défiance contre l'aristocratie, qui, elle, s'affichait en culottes courtes et en bas de soie. Les sans-culottes, en arborant fièrement leurs vêtements populaires, affirment leur identité et leur appartenance à la classe ouvrière. Leur mode vestimentaire, bien que simple et pratique, revêt une signification politique forte. En se débarrassant des ornements et des vêtements luxueux, ces révolutionnaires du quotidien choisissent de se vêtir de manière à refléter leur engagement envers le peuple. La veste bleue ou noire, le bonnet phrygien rouge et le pantalon de toile, voilà des éléments qui deviennent des symboles de la Révolution elle-même. Ces habits, loin d'être de simples morceaux de tissu, traduisent la lutte contre l'oppression et le désir d'un changement radical. La vie des sans-culottes à Paris, au cœur de l'effervescence révolutionnaire, s'organise autour de la solidarité et de l'entraide. Dans les faubourgs où la misère se mêle à l'espoir, les clubs et les sections populaires se multiplient. Ces lieux de rassemblement deviennent des foyers de discussion, d'échange d'idées et d'actions. Les sans-culottes ne se contentent pas de suivre les événements, ils les façonnent. Ils se mobilisent, ils saurent défendre la révolution contre les ennemis intérieurs et extérieurs, tout en veillant à ce que les idéaux de liberté et d'égalité ne soient pas trahis par ceux qui, revêtus de l'habit de l'autorité, pourraient tenter de rétablir l'ancien ordre. Évidemment, la vie quotidienne des sans-culottes n'est pas un long fleuve tranquille. Entre l'insécurité, le rationnement alimentaire et les tensions politiques, chaque jour est une lutte. Les famines qui frappent Paris pendant certaines périodes de la Révolution exacerbent les tensions sociales. Le pain, aliment de base, devient souvent synonyme de lutte. Les sans-culottes, organisés en comité de vigilance, n'hésitent pas à recourir à des actions directes pour défendre leur droit à se nourrir. On se souvient de ces émeutes pour le pain où ils n'hésitent pas à se confronter aux autorités pour obtenir leur dû. Parallèlement, les sans-culottes jouent un rôle clé dans les événements marquants de la Révolution, tels que la prise de la Bastille et la marche sur Versailles. Leur présence massive et déterminée fait souvent pencher la balance en faveur des révolutions populaires. Ces hommes et femmes prennent part à des manifestations, brandissant des drapeaux tricolores et scandent des slogans qui marquent à jamais l'histoire. Leur force réside dans leur capacité à s'organiser et à revendiquer des droits, souvent au péril de leur propre sécurité. Leur influence se fait également sentir dans la création de la Première République. Les sans-culottes exigent des réformes radicales, comme la mise en place d'une démocratie véritable. Ils aspirent à un gouvernement qui écoute les voix du peuple, et non celui d'une élite déconnectée. Ils soutiennent des figures comme Georges Danton et Maximilien Robespierre, mais leur enthousiasme peut rapidement se transformer en rancœur. Lorsque les leaders révolutionnaires commencent à trahir les idéaux initiaux, les sans-culottes, toujours vigilants, font entendre leurs désaccords. Mais, comme souvent dans l'histoire, la ferveur populaire peut tourner à l'excès. À mesure que la révolution s'intensifie, les sans-culottes se retrouvent parfois entraînés dans des dérives. La terreur, dirigée par le Comité de salut public, voit émerger des violences et des purges justifiées par la nécessité de protéger la République. Les mêmes sans-culottes qui avaient clamé pour la liberté se retrouvent confrontés à un régime qui, par ses excès, semble oublier le sens de leur combat. Cependant, leur héritage perdure. Les sans-culottes, par leur engagement, ouvrent la voie à de futures luttes sociales. Leurs revendications pour une société plus juste et égalitaire continuent de résonner à travers les siècles. Leurs histoires de vie, bien qu'éphémères dans le grand récit de la Révolution, sont les témoignages d'une classe populaire qui a su s'affirmer et revendiquer ses droits dans un monde en mutation. Ainsi, les sans-culottes nous rappellent que la Révolution française n'a pas été seulement l'œuvre de philosophes éclairés ou de nobles en quête de pouvoir, mais également celle de milliers d'hommes et de femmes ordinaires
qui, vêtus de leurs pantalons de toile, ont osé rêver d'un avenir meilleur. Dans leur profond désir de justice et d'égalité, ils ont tracé les contours d'une société nouvelle qui, malgré les tumultes, continue d'inspirer les luttes contemporaines. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un pantalon en toile, n'oubliez pas de saluer l'héritage des sans-culottes, ces héros méconnus de la Révolution qui, avec une simple pièce de vêtement, ont su changer le cours de l'histoire. La Révolution française est souvent dépeinte comme un chapitre dominé par des figures masculines emblématiques, des hommes politiques aux militaires, mais il serait réducteur d'ignorer le rôle crucial des femmes dans ce bouleversement historique. À l'époque, elles ne se contentaient pas de rester en arrière-plan, attendant que les hommes prennent les décisions. Au contraire, elles étaient actrices de leur destin, s'érigeant en porte-parole de leurs aspirations et revendications. L'une des premières manifestations du féminisme révolutionnaire s'est illustrée par la célèbre marche des femmes sur Versailles, le 5 octobre 1789. En proie à la pénurie de pain, près de 7000 femmes, armées de piques et de détermination, ont quitté Paris pour réclamer des solutions au roi Louis XVI. Ce jour-là, elles ne se sont pas contentées de faire entendre leur voix. Elles ont également rappelé au monde que l'économie domestique et le bien-être de la famille étaient des enjeux politiques de première importance. Par ce geste audacieux, elles ont fait irruption dans la sphère politique, défiant non seulement le roi, mais aussi les normes sociales qui voulaient qu'elles soient confinées aux tâches ménagères. Mais qu'en est-il des figures féminines qui se sont illustrées au cours de cette période tumultueuse? Olympe de Gouges, par exemple, est souvent citée comme l'une des premières féministes de l'histoire. En 1791, elle rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, un texte audacieux qui revendique l'égalité des droits entre les sexes. Dans ses écrits, elle ne se contente pas de réclamer une place pour les femmes dans la société, elle appelle également à la reconnaissance de leurs droits politiques. Bien sûr, cette audace lui coûtera cher, car Olympe sera exécutée en 1793, victime du climat de terreur qui s'est installé. Son nom, bien que longtemps oublié, résonne aujourd'hui comme un symbole des luttes pour l'égalité. D'autres femmes, moins connues, mais tout aussi engagées, ont également marqué cette période. Les femmes de la Société des Amis de la Liberté et de l'Égalité se sont réunies pour débattre de la question des droits des femmes et de leur place dans la société. Elles ont organisé des salons où l'on discutait de politique, de philosophie et bien sûr de la condition féminine. Ces rassemblements étaient un espace d'émancipation où le corset social commençait à se desserrer, même si les résultats concrets de ces discussions demeuraient limités. La mode, vous l'aurez remarqué, a aussi joué un rôle fascinant dans cette lutte. En ces temps de bouleversement, les vêtements sont devenus un symbole d'identité et de protestation. Les femmes ont abandonné les corsets et les robes à crinoline au profit de tenues plus simples et pratiques, souvent inspirées de la mode masculine. Le carmagnole, vêtement populaire, est devenu un symbole de la Révolution, et les femmes qui l'adoptaient affichaient leur engagement politique. Dans les rues de Paris, la mode se mêlait à la politique, et chaque nouvel habit pouvait être interprété comme une déclaration d'intention. Cependant, malgré ces avancées notables, les femmes se heurtaient à de nombreuses résistances. Si certaines avaient pu revendiquer des droits, la Révolution française a également vu le retour à des normes patriarcales plus strictes. Le Code civil de 1804, promulgué par Napoléon, a renforcé la soumission des femmes à l'autorité masculine, annulant plusieurs des avancées obtenues pendant la Révolution. Ainsi, les luttes des femmes pour l'égalité se sont retrouvées étouffées, mais la flamme de leur résistance ne devait pas s'éteindre. Les femmes ont continué à se battre, à revendiquer leur place dans la société, même si cela leur coûtait souvent leur réputation et leur sécurité. Les clubs de femmes, qui avaient émergé pendant la Révolution, ont été dissous, mais l'envie de faire entendre leur voix a perduré. Des figures comme Théroigne de Méricourt, qui s'est battue aux côtés des révolutionnaires et a plaidé pour l'égalité des sexes, ont été à la fois admirées et vilipendées.
Son parcours, marqué par la passion et la tragédie, témoigne de la complexité de la lutte des femmes à cette époque. Au-delà des figures individuelles, il est essentiel de reconnaître que le mouvement révolutionnaire a inspiré de nombreuses femmes à travers l'Europe. Les idées de liberté et d'égalité ont transcendé les frontières, donnant naissance à d'autres mouvements féministes. En effet, la Révolution française a été le catalyseur d'une prise de conscience collective sur la condition des femmes, qui ne devait pas être considérée comme un simple détail de l'histoire. L'héritage de ces femmes, souvent relégué aux marges des livres d'histoire, est pourtant fondamental. Leur détermination à revendiquer leur place dans la société a ouvert la voie à des générations futures. Elles ont montré que la lutte pour les droits des femmes ne se limite pas à un moment ou un lieu, mais qu'elle est un processus continu, en constante évolution. Ainsi, en regardant en arrière, il est crucial de se souvenir de ces voix qui, bien que souvent étouffées, ont façonné le cours de l'histoire. Les femmes de la Révolution française ont, à leur manière, défié les conventions et ont laissé une empreinte durable sur le tissu social et politique de leur époque. Leur contribution, bien que souvent oubliée, mérite d'être célébrée, car elle rappelle que l'histoire est un récit collectif, où chaque voix compte, chaque geste a son importance. À travers le prisme de la Révolution, nous comprenons que les luttes des femmes sont indissociables des luttes pour la liberté et l'égalité, et qu'elles continuent d'inspirer les combats d'aujourd'hui. Les exécutions publiques, emblématiques de la Révolution française, sont souvent perçues comme des spectacles de terreur, mais elles révèlent aussi une facette complexe de l'esprit humain, une fascination morbide pour la mort. Au cœur de ces événements se trouve la guillotine, cet instrument de mort devenu le symbole même de la Révolution. Son histoire et son impact sur la culture populaire méritent d'être examinés de plus près, car ils sont révélateurs d'une époque où le sublime et l'horreur s'entremêlaient. La guillotine, conçue par le médecin Joseph-Ignace Guillotin, a été mise en avant comme une solution humaniste au problème des exécutions. On l'a présentée comme un instrument d'égalité, garantissant des morts rapides et indolores, un contraste frappant avec les méthodes d'exécution antérieures, souvent longues et douloureuses. En théorie, elle était censée représenter le triomphe de la raison sur la cruauté. En pratique, elle est rapidement devenue une machine de mort, un outil de terreur qui a décapité des milliers de personnes de tous horizons, condamnées au nom de la Révolution. Les premières exécutions qui ont eu lieu sur la place de la Révolution, aujourd'hui renommée place de la Concorde, ont attiré des foules immenses. Les spectateurs, curieux ou avides de sensations fortes, affluaient pour assister à ce qui ressemblait à un spectacle. Les cris des condamnés, le bruit de la lame et le silence qui suivait étaient autant d'éléments qui composaient ce tableau d'horreur. La guillotine, qui trônait au centre de ces événements, est devenue un personnage à part entière, suscitant à la fois la peur et une irrésistible curiosité. Cette dichotomie entre l'horreur et la fascination est fascinante. Les contemporains, tout en étant horrifiés par la violence de la Révolution, ne pouvaient s'empêcher d'être captivés par le spectacle. Les journaux de l'époque, parfois empreints d'ironie, relataient les exécutions avec une sorte de frénésie. Les récits étaient souvent détaillés, allant jusqu'à décrire les derniers mots des condamnés, transformant ces moments tragiques en véritables feuilletons. Ainsi, la guillotine est devenue un symbole non seulement de la mort, mais aussi de l'exposition, de la mise en scène du châtiment. L'iconographie de la guillotine a rapidement pris une place prépondérante dans l'art et la littérature. Des artistes comme Jacques-Louis David ont immortalisé ces scènes dans leurs tableaux, capturant l'essence de la tragédie révolutionnaire. Dans ses œuvres, la guillotine apparaît comme un élément central, presque héroïque, au milieu du chaos. Les affiches et les pamphlets qui circulaient dans les rues renforçaient cette image. On pouvait y voir des représentations stylisées de la guillotine, presque comme une œuvre d'art, un symbole de la justice révolutionnaire, mais aussi de l'angoisse collective. C'est aussi à cette époque que la poésie et la chanson populaire ont commencé à évoquer la guillotine, transformant l'outil de mort en un sujet d'inspiration.
Les chansons, parfois d'une légèreté troublante, parlaient de la guillotine avec une sorte de dérision, minimisant l'horreur de la situation. Paradoxalement, ces œuvres participaient à une forme de catharsis collective, permettant aux gens de faire face à l'angoisse de la mort qui rôdait autour d'eux. La guillotine, loin d'être simplement un instrument de punition, devenait ainsi un symbole de la lutte pour la liberté, même si cette lutte était teintée de sang. Cependant, cette fascination a également ses limites. Les exécutions publiques ont rapidement commencé à susciter un malaise croissant. Les révolutions se nourrissent souvent de leurs propres excès, et les exécutions, initialement perçues comme un acte révolutionnaire, ont commencé à être vues comme une barbarie. À mesure que la révolution avançait, la guillotine, autrefois symbole de justice, est devenue le visage même de la terreur. Les têtes tombées finissaient par apparaître sur les pavés, et la banalisation de la mort a engendré une fatigue psychologique chez le peuple. La guillotine a continué à jouer un rôle dans la culture populaire bien au-delà de la Révolution française. Elle est devenue une figure récurrente dans les films, les livres et même les jeux vidéo, souvent représentée comme un symbole de la révolte et de la justice, mais également comme une métaphore de la fatalité. Cette ambivalence témoigne de notre rapport à la mort et à la violence, un mélange d'effroi et d'attraction. La guillotine, loin d'être uniquement un instrument de mort, est devenue une icône culturelle, un reflet de notre capacité à jongler avec nos peurs les plus profondes. Dans le paysage moderne, la guillotine peut sembler lointaine, mais son héritage perdure. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres de l'histoire, l'humanité trouve encore un moyen de transformer l'horreur en art, en réflexion et en questionnement. La fascination pour la guillotine, loin d'être un simple reflet d'une époque révolue, est une invitation à réfléchir à notre propre rapport à la mort, à la justice et à la société. À travers ce prisme, la guillotine demeure un symbole puissant, oscillant entre le sordide et le sublime, entre la peur et l'admiration. La terreur, cette période tumultueuse de la Révolution française, mérite une attention particulière, non seulement pour son intensité dramatique, mais aussi pour l'ironie tragique qui imprègne ces événements. De 1793 à 1784, la France, en quête de liberté et d'égalité, semble paradoxalement plongée dans un abîme de violence et de répression. Les idéaux de la Révolution, qui prônaient la fraternité et la justice, sont mis à mal par des actions qui frôlent la tyrannie. Au cœur de cette période, le Comité de salut public, dirigé par des figures emblématiques comme Maximilien Robespierre, s'érige en arbitre des valeurs révolutionnaires. Le but avoué, éliminer les ennemis de la Révolution, tant intérieurs qu'extérieurs. Ironiquement, ceux qui ont rêvé d'un avenir radieux pour le peuple se retrouvent à orchestrer des exécutions massives. La guillotine, cet instrument de mort, devient le symbole d'une justice qui s'éloigne de son idéal originel. Loin d'être un instrument de libération, elle se transforme en un outil de terreur collective. L'ironie du sort se dévoile davantage lorsque l'on considère les victimes de cette période. Des révolutionnaires, autrefois ardents défenseurs des droits du peuple, se retrouvent sur le billot. Georges Danton, l'un des héros de la Révolution, est exécuté pour avoir osé remettre en question les excès du pouvoir en place. Son dernier discours empreint de désespoir résonne comme un écho tragique des promesses non tenues de la Révolution. Alors que Danton plaidait pour la paix, Robespierre, dans un élan de pureté idéologique, voyait en lui une menace à la Révolution. C'est ainsi que la terreur dévore ses propres enfants. Les idéaux de la Révolution, portés par des slogans enflammés tels que liberté, égalité, fraternité, deviennent des mots creux lorsque les exécutions se multiplient. Environ 16 000 personnes sont guillotinées, mais ce chiffre ne prend pas en compte les milliers d'autres qui périssent dans les prisons ou lors de révoltes. La peur s'installe dans le cœur des citoyens, qui, jadis enthousiastes, commencent à craindre leurs voisins. La délation devient un acte courant, un moyen de survie dans un contexte où la confiance est devenue un luxe. La terreur entraîne également des changements radicaux dans la société française. Les révolutionnaires, dans leur quête d'une France nouvelle, décident de transformer le calendrier. Ainsi,
le calendrier républicain voit le jour où les mois prennent des noms poétiques tels que Brumaire ou Pluviose. Mais, dans cette tentative de réécriture de l'histoire, une question se pose. Peut-on vraiment effacer le passé? Les traditions sont balayées, mais la peur demeure. Le peuple, en quête d'une nouvelle identité, se retrouve piégé dans un système qui lui promet monts et merveilles, mais lui offre la misère. Les femmes, souvent à l'avant-garde des luttes pour les droits civiques, ne sont pas épargnées par cette vague de répression. Olympe de Gouges, qui lutte pour les droits des femmes, est exécutée, son cri de désespoir se perd dans le tumulte des événements. L'ironie est cruelle. Celle qui avait écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne se voit refuser le droit même de vivre. Les idéaux de justice et d'égalité, qui devaient inclure tous les citoyens, se révèlent ne pas s'appliquer à tous de la même manière. Dans ce contexte, l'ennemi extérieur, incarné par les puissances monarchiques européennes, devient un prétexte pour justifier la répression interne. La guerre contre l'Autriche et la Prusse est utilisée pour renforcer le pouvoir du Comité de salut public. La peur de l'invasion devient un catalyseur de la terreur. On pourrait presque voir là une ironie supplémentaire. La Révolution, qui cherchait à libérer la France de la monarchie, se retrouve à créer une nouvelle forme d'oppression. La fin de la terreur en 1784 est marquée par la chute de Robespierre, un homme qui, malgré son idéal de vertu, a fini par incarner les excès qu'il prétendait combattre. Son arrestation et son exécution, dans une tournure d'événements presque shakespearienne, soulignent une vérité amère. Le pouvoir absolu, même sous prétexte de bien, corrompt inévitablement. Les citoyens, qui avaient cru en la pureté de la Révolution, se retrouvent à faire face à une réalité désenchantée. En somme, la terreur est un chapitre tragique de l'histoire française, où l'utopie révolutionnaire se heurte à la cruauté de la réalité. La quête de liberté se transforme en un cycle de violence, et le rêve d'un monde meilleur se mue en cauchemar. Les leçons tirées de cette période sont nombreuses et résonnent encore aujourd'hui. La vigilance est de mise face aux dérives du pouvoir, et la mémoire des victimes doit rester vivante pour que l'histoire ne se répète pas. Ainsi, l'ironie de la terreur, avec ses promesses non tenues et ses idéaux trahis, nous rappelle que la lutte pour la liberté est un chemin semé d'embûches, où l'ombre de l'excès peut toujours guetter. La Révolution française, souvent perçue comme un tournant politique majeur, a également engendré des transformations économiques significatives, tant espérées que redoutées. En effet, au-delà des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, les tumultes de cette période ont profondément remodelé le paysage économique de la France. Les promesses d'un nouveau système économique, plus juste et équitable, ont rapidement été confrontées à la réalité des défis matériels et des tensions sociales. À l'aube de la Révolution, la France se trouvait dans une situation économique précaire. Les dettes accumulées par la monarchie, exacerbées par des guerres coûteuses et une gestion déficiente, avaient mis l'économie à genoux. La population, surtout dans les campagnes, souffrait de la hausse des prix des denrées alimentaires, tandis que les classes populaires, déjà éprouvées par un système féodal rigide, aspiraient à un changement radical. Les idées des économistes libéraux, comme Adam Smith, commençaient à faire leur chemin, inspirant une génération qui voyait dans le commerce libre et l'abolition des privilèges des nobles une voie vers la prospérité. Avec la prise de la Bastille en 1789, l'espoir d'une économie plus juste semblait à portée de main. Les premiers actes de la Révolution, tels que l'abolition des droits seigneuriaux et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, annonçaient un nouvel ordre économique. Les paysans, libérés de leurs obligations envers les seigneurs, pouvaient enfin envisager d'exploiter leurs terres sans entrave. Le mouvement de la nationalisation des biens du clergé et des émigrés se présentait également comme une occasion de redistribuer les richesses et de financer les nouvelles institutions républicaines. Cependant, les rêves de prospérité se heurtaient rapidement à la dure réalité économique. L'instabilité politique et les guerres qui s'ensuivirent, notamment la guerre de la Première Coalition, plongèrent le pays dans un tourbillon d'incertitudes. Les paysans, bien que libérés de leurs serfs,
faisait face à des difficultés d'approvisionnement et à la hausse des prix des denrées alimentaires, exacerbée par des récoltes souvent capricieuses. L'utopie d'une agriculture prospère se heurtait à la réalité des crises alimentaires. Les années 1790 furent également marquées par une inflation galopante, conséquence directe des décisions économiques hâtives. La création de l'assignat, une forme de papier-monnaie basée sur la valeur des biens nationaux, devait initialement stabiliser l'économie. Malheureusement, la confiance du public s'éroda rapidement. Les assignats, qui avaient été conçus pour remplacer la monnaie de l'Ancien Régime, se dévalorisèrent à une vitesse alarmante. L'inflation devint telle que les classes populaires, déjà fragilisées, sombrèrent dans une précarité croissante. Le rêve d'une économie réformée et plus équitable se mua en cauchemar pour de nombreux Français. Les effets de ces bouleversements économiques étaient également visibles dans les villes. Le commerce, qui avait connu un essor grâce à l'abolition des privilèges, se heurta à des pénuries et à des grèves fréquentes. Les artisans et les petits commerçants, espérant bénéficier de la fin du système féodal, se retrouvèrent parfois dans une position encore plus vulnérable face à la concurrence déloyale des grands négociants. Les tensions entre les différentes classes sociales s'intensifièrent et les inégalités, loin de s'amenuiser, semblèrent se creuser. Les sans-culottes, qui s'étaient imposés comme un symbole de la Révolution, dénonçaient les abus d'une bourgeoisie qu'ils accusaient d'avoir pris le pouvoir à leur détriment. Néanmoins, la Révolution n'apporta pas que des désillusions. Des réformes structurelles, bien que parfois incomplètes, jetèrent les bases d'une économie moderne. L'abolition de la gabelle, qui pesait lourdement sur le peuple, et la mise en place d'un système fiscal plus équitable, par exemple, furent des avancées notables. La création des banques et des institutions financières, bien que souvent instables, marqua également un tournant important vers une économie plus dynamique. L'essor des idées économiques libérales, qui prônaient la libre entreprise et la concurrence, commença à prendre racine dans l'esprit des entrepreneurs. Avec l'avènement du directoire à la fin des années 1790, une nouvelle tentative de stabilisation économique vit le jour. Bien que le directoire ait cherché à restaurer certaines des anciennes pratiques économiques, il tenta également d'encourager le commerce et l'industrie. Des efforts furent faits pour améliorer les infrastructures, notamment en faveur des routes et des canaux, permettant ainsi une meilleure circulation des marchandises. Au fil des années, malgré les désillusions et les revers, les fondations d'une nouvelle France économique étaient posées. Les idées de la Révolution, bien que souvent mal comprises ou mal appliquées, continuèrent à influencer le développement économique du pays. Les luttes et les sacrifices des années révolutionnaires trouvèrent un écho dans les réformes qui suivirent. En somme, les changements économiques engendrés par la Révolution française, bien que marqués par des espoirs déçus et des défis redoutables, ont permis à la France de se réinventer. Loin de se réduire à de simples promesses, cette période a été le creuset d'une société qui, malgré les tumultes, a commencé à entrevoir les contours d'une modernité économique. La Révolution a été un moment de transition, où l'utopie et la réalité se mêlaient, posant les jalons d'un avenir que peu auraient osé imaginer dans les premières heures de cette aventure tumultueuse. La Révolution française, avec son souffle de liberté et ses idéaux d'égalité, n'a pas seulement ébranlé les fondations de la monarchie, mais a également provoqué un séisme au sein de l'Église. Le clergé, qui avait bénéficié d'une position privilégiée sous l'Ancien Régime, s'est soudainement retrouvé au cœur d'un tourbillon idéologique qui remettait en question non seulement son statut, mais aussi sa raison d'être. Entre la foi et le pragmatisme, le rapport entre la Révolution et l'Église s'avère tumultueux, parfois tragique, souvent ironique. Au début des années 1780, l'Église catholique, riche et influente, était perçue comme un pilier de la société française. Elle possédait de vastes terres et jouissait d'un pouvoir considérable, à la fois spirituel et temporel. Pourtant, la situation était loin d'être idyllique. Les années précédant la Révolution avaient vu émerger un profond mécontentement, alimenté par des abus de pouvoir et des inégalités flagrantes.
Les revendications des philosophes des Lumières, tels que Voltaire et Rousseau, ont progressivement érodé l'autorité de l'Église, la rendant vulnérable aux critiques. Lorsque la Révolution éclate en 1789, l'Église se retrouve prise au piège. Le peuple, exalté par les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, se tourne contre les institutions qu'il considère comme oppressives. Le clergé est alors perçu par certains comme un symbole de la tyrannie monarchique. Les premiers gestes révolutionnaires, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mettent en avant des principes qui s'opposent à l'idée d'une Église toute puissante. Les événements prennent un tournant décisif avec la constitution civile du clergé de 1790. Ce texte, qui vise à réorganiser l'Église française selon les principes révolutionnaires, impose des choix difficiles aux prêtres. Ils doivent prêter serment à la nation plutôt qu'à Rome, une exigence qui divise profondément le clergé. Certains, appelés les jureurs, acceptent cette nouvelle réalité, tandis que d'autres, les réfractaires, refusent de sacrifier leur loyauté à l'Église romaine. Ce schisme entraîne des tensions non seulement au sein de l'Église, mais aussi parmi la population, qui devient le théâtre de conflits idéologiques. Ironiquement, cette tentative de nationaliser l'Église vise à l'émanciper de la tutelle papale, mais elle ne fait qu'accroître la méfiance. Les révolutionnaires, en cherchant à domestiquer la foi, finissent par renforcer la résistance des croyants. Les églises se vident, les cultes sont suspendus et des prêtres sont emprisonnés ou persécutés. La Révolution, qui se voulait porteuse d'émancipation, devient synonyme de violence et d'intolérance. L'ironie de la situation se dévoile lorsque l'on considère que, tout en cherchant à détruire l'autorité de l'Église, les révolutionnaires s'attaquent également à ses fondements mêmes. En 1913, la déchristianisation devient une politique active. Les églises sont fermées, les symboles religieux sont détruits, et même le calendrier est réformé pour éradiquer les références chrétiennes. Une déesse de la raison est même proclamée, comme si la foi pouvait être remplacée par une idolâtrie nouvelle. La rationalité, si chèrement défendue par les philosophes, se retourne contre elle-même. Cependant, cette frénésie anticléricale ne fait pas l'unanimité. Dans les provinces, de nombreux Français continuent de pratiquer leur foi, souvent en cachette, et le souvenir de l'Église demeure vivace. Les prêtres réfractaires persécutés deviennent des symboles de résistance pour une partie de la population. Au cœur du chaos, la foi reste un refuge, un moyen de garder espoir face à l'incertitude de l'avenir. Les années passent et avec elles, la Révolution se radicalise. L'ère de la terreur, qui débute en 1793, ne fait qu'exacerber les tensions. Les massacres de prêtres et les persécutions atteignent leur paroxysme, et l'Église semble condamnée à disparaître. Pourtant, au milieu de cette tourmente, une transformation s'opère. La lutte des classes, la montée du populisme et le désir de justice sociale redéfinissent les priorités du peuple. La religion, bien qu'affaiblie, ne disparaît pas totalement. Elle se réinvente, s'adaptant aux nouvelles réalités, cherchant à se rapprocher des masses. Le retour à une certaine normalité commence avec le Directoire, qui tente, non sans ambiguïté, de rétablir des relations plus apaisées avec l'Église. Mais il faudra attendre Napoléon Bonaparte pour qu'une véritable réconciliation s'opère. Le Concordat de 1801, qui rétablit une certaine paix entre l'État et l'Église, marque un tournant significatif. L'Église redevient un acteur important de la société française, mais sous un contrôle étroit du pouvoir. Ce compromis illustre bien le pragmatisme qui a souvent prévalu au cours de cette période tumultueuse. Il est fascinant de constater que, malgré les tumultes et les violences, la foi catholique a su résister et se réinventer. La Révolution a été un catalyseur de changement, non seulement pour la société française, mais aussi pour l'Église elle-même. Cette période a révélé les failles et les forces des institutions, les confrontant à une modernité qui ne les épargnerait pas. Ainsi, le rapport entre la Révolution et l'Église, empreint de contradictions, nous rappelle que l'histoire est souvent tissée de luttes, de compromis et de résilience. La Révolution française est donc une leçon sur la complexité des rapports humains entre la foi, le pouvoir et le peuple. Elle nous montre que, même au cœur du chaos,
la quête de sens et de spiritualité demeure une constante de l'existence humaine. Et c'est ainsi que, de ce tumulte historique, l'Église a su sortir transformée, prête à poursuivre son chemin, non sans cicatrices, mais avec une nouvelle compréhension de son rôle dans un monde en mutation. L'exil des nobles pendant la Révolution française est une histoire pleine d'ironie et de tragédie. Alors que le peuple s'élevait contre les privilèges et l'injustice, de nombreux nobles, effrayés par la montée des tensions et les promesses de changement, prenaient la décision de fuir. Ils espéraient échapper à un sort qu'ils jugeaient inacceptable, mais l'histoire, avec son sens aigu de la justice, avait d'autres plans pour eux. Imaginez la scène. Les salons ornés de dorures et les événements fastueux, où l'aristocratie française se prélassait dans le luxe, se sont rapidement transformés en lieux de conspiration et de panique. Les nobles, habitués à une vie de privilèges, se retrouvaient soudain confrontés à la réalité d'une France en pleine effervescence. Les rumeurs de révolte et de violence, nourries par des pamphlets enflammés et une colère grandissante, commençaient à les atteindre. Les murs de la cour de Versailles, jusqu'alors un rempart contre le monde extérieur, résonnaient désormais des cris de ceux qui réclamaient des droits égaux. Les premiers à fuir furent souvent ceux qui avaient les moyens de le faire. En général, il s'agissait de membres de la haute noblesse, dotés de ressources financières suffisantes pour envisager l'exil. Ils prenaient des routes secrètes, empruntaient des déguisements et parfois même se glissaient dans des convois de marchandises pour éviter d'être reconnus. Leur destination ? Des contrées voisines comme l'Angleterre, la Belgique ou même l'Autriche, pays dont beaucoup avaient des liens familiaux. Pour eux, l'exil était une solution temporaire, une pause avant le retour triomphant dans un pays qui, selon eux, finirait par reconnaître leurs valeurs. Ironiquement, cette fuite ne faisait que renforcer l'idée que ces nobles avaient vraiment perdu le contact avec la réalité. Ils croyaient pouvoir échapper au bouleversement en s'éloignant physiquement, mais l'histoire ne s'écrit pas sur des cartes géographiques. Elle se construit dans les cœurs et les esprits des peuples. Pendant que ces nobles prenaient la fuite, les paysans et les bourgeois commençaient à s'unir autour des idéaux d'égalité et de liberté, des concepts qui n'avaient jamais été autant mis en avant. Alors que certains nobles se réfugiaient à l'étranger, d'autres, plus téméraires ou peut-être plus naïfs, choisissaient de rester. Parmi eux, certains pensaient qu'un appel au dialogue avec le peuple pourrait changer les choses. Ils n'avaient pas compris que la révolution était bien plus qu'un simple mouvement politique. C'était une vague de changements culturels, sociaux et psychologiques. Ceux qui étaient restés se retrouvaient souvent pris au piège, entre la peur de la violence et l'espoir d'une réconciliation. La guillotine, symbole tragique de cette période, devint le destin de nombreux nobles qui n'avaient pas vu le danger venir. Pour les nobles déjà en exil, la vie n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Une fois loin des palais et des jardins de Versailles, ils devaient faire face à une réalité moins glamour. Beaucoup durent se plier à des conditions de vie modestes et faire appel à la charité des autres. Les salons qu'ils fréquentaient se firent moins dorés et plus tristes. Ils découvrirent que leur statut de noblesse ne leur conférait pas une immunité contre la pauvreté ou l'invisibilité. Leurs conversations, autrefois empreintes de légèreté, se teintèrent rapidement d'amertume et de nostalgie pour les jours passés. L'ironie de cette situation est frappante. Ces nobles qui pensaient fuir la Révolution se retrouvaient souvent à l'écrire, à l'incarner même, par leur propre exil. Leurs lettres, leurs mémoires et leurs récits de vie devenaient des témoignages de l'époque, contribuant à façonner une image de la Révolution française dans l'imaginaire collectif. Ils restaient d'une certaine manière des acteurs de l'histoire, même à des milliers de kilomètres de la France. En parallèle, le sort des nobles exilés attira également l'attention des puissances européennes. L'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et d'autres pays, inquiets de voir le feu de la Révolution se propager, mirent en place des politiques d'accueil pour ces nobles fuyant la France. Ce soutien ne fut pas désintéressé. En effet, ces pays voyaient là une occasion de contrer l'influence des idées révolutionnaires.
Les nobles devenaient des symboles, des figures de proue pour leur campagne contre la Révolution, alimentant ainsi un cycle de méfiance et de conflits. Finalement, le retour des nobles en France après la Révolution, lorsque la monarchie fut restaurée, ne marqua pas la fin de leur exil intérieur. Bien qu'ils aient retrouvé leur terre, leur influence et leur statut, leur expérience d'exil avait profondément changé leur perception de la société. Ils avaient été confrontés à la réalité d'un monde qui ne leur appartenait plus, un monde qui avait commencé à s'émanciper de leurs chaînes. Leurs leçons, souvent ignorées par ceux qui les avaient précédés, devenaient des témoignages vivants des dangers de l'arrogance et de l'isolement. L'histoire, avec une ironie mordante, nous rappelle que les nobles, en fuyant la Révolution, ne pouvaient pas échapper à l'évolution inexorable du monde qui les entourait. Ils étaient des témoins, malgré eux, d'une époque en pleine mutation. Et leur exil ne fut qu'une parenthèse dans le grand récit de la lutte pour la liberté et l'égalité. En somme, la fuite des nobles n'est pas seulement une histoire d'exil, mais un miroir des craintes et des illusions d'une classe sociale qui, malgré tous ses privilèges, ne pouvait échapper à l'inéluctable marche de l'histoire. À Paris, en cette période tumultueuse de la Révolution française, la vie quotidienne des Parisiens s'entremêle étrangement avec les événements historiques majeurs. Les cris de la foule, l'écho des tambours et les chants révolutionnaires résonnent dans les rues, mais la vie continue, avec ses petites routines et ses moments de banalité. Imaginez un Parisien, disons Pierre, un cordonnier de la rue Saint-Denis. Sa journée commence avant même que le soleil ne se lève, lorsque la lumière des chandelles éclaire encore timidement son modeste atelier. Le matin, Pierre se lève et après un bref déjeuner composé de pain et de fromage, il se dirige vers son écope. Il est un homme de métier, conscient que, malgré le tourbillon politique, ses clients ont besoin de chaussures réparées pour marcher dans la ville. Les nouvelles de la veille, souvent teintées de rumeurs et de passions, sont encore fraîches dans les esprits. En passant devant le café Procope, il aperçoit des groupes de citoyens en train de débattre avec ferveur. La Révolution n'est pas seulement un événement lointain, elle est profondément ancrée dans le quotidien des Parisiens. La journée de Pierre est rythmée par ses clients. Un noble en quête de réparation pour ses bottes, un marchand qui souhaite des souliers solides pour ses tournées, et même parfois un révolutionnaire en quête de confort pour ses longues marches. Chacun d'eux apporte avec lui une part du tumulte qui secoue la France. Les discussions politiques se glissent inévitablement dans les échanges, et Pierre, bien que fervent de ses opinions, sait garder une distance prudente dans ses interactions. Les rues peuvent changer en un instant, et il n'est pas rare qu'un coup de feu ou une rumeur de trahison transforme un simple coin de rue en scène de chaos. L'après-midi, après avoir travaillé dur, Pierre se prend un moment pour lui. Il se rend au marché, où les cris des vendeurs se mêlent aux odeurs de produits frais. La nourriture, comme tout le reste, est devenue un enjeu. Les prix flambent, la pénurie de certaines denrées se fait sentir, et les rations sont souvent discutées avec amertume. 1 kilo de pain pour une livre de cuir, plaisante un voisin. Mais Pierre sait que cette blague cache une réalité amère. Il achète des légumes, des œufs, et pour se faire plaisir, une petite bouteille de vin. Car même en temps de crise, un Parisien doit savoir savourer les plaisirs simples de la vie. En rentrant chez lui, le soir tombant, il entend les cris de joie ou de désespoir selon les nouvelles qui circulent. Les affiches placardées sur les murs font écho aux événements récents, la prise de la Bastille, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et maintenant, les rumeurs de trahison au sein de l'Assemblée. Dans un coin de la rue, un groupe se rassemble pour écouter un orateur qui tente de galvaniser la foule. Pierre, bien qu'intrigué, préfère ne pas s'y attarder. Sa journée a été assez longue et il a besoin de repos. Une fois rentré, il partage son repas avec sa femme Marie. Ils discutent des événements récents, de leurs espoirs et de leurs craintes. Marie, bien que préoccupée par l'avenir, essaie de maintenir une ambiance légère. Si nous devons tous nous battre, au moins faisons-le en bonnes chaussures, lance-t-elle avec un sourire. Pierre éclate de rire.
Mais derrière l'humour se cache une vérité sourde. La vie d'un Parisien est un équilibre délicat entre l'espoir d'un avenir meilleur et la peur des conséquences de la révolte. La nuit, après avoir éteint la chandelle, Pierre s'endort, le cœur lourd mais l'esprit vif. Les rêves d'un Paris nouveau côtoient les souvenirs des temps anciens. La révolution est là, omniprésente, mais dans chaque geste quotidien, dans chaque sourire échangé, il y a une volonté de vivre, de résister et de s'accrocher à la vie. En dépit des incertitudes, le rythme de la vie continue, et Pierre, comme tant d'autres, s'accroche à ce qu'il connaît, le travail, la famille, l'amitié. Ainsi, la vie à Paris pendant la Révolution est un mélange fascinant de drame et de banalité. Les grandes idées de liberté, d'égalité et de fraternité s'entrelacent avec les préoccupations quotidiennes des habitants. Chaque jour est une nouvelle page de l'histoire, écrite par des hommes et des femmes qui, tout en rêvant d'un monde meilleur, continuent de vivre, de travailler et d'aimer. Dans cette ville en ébullition, chaque instant compte, et même au cœur du tumulte, la vie trouve toujours un moyen de fleurir. La Révolution française, ce grand bouleversement qui a tant fait pour l'histoire de France, n'a pas seulement eu un impact sur la politique, la société et l'économie. Non, elle a également laissé une empreinte indélébile sur le monde des arts, comme si les peintres, écrivains et compositeurs avaient décidé de prendre position dans ce grand théâtre qu'était la vie publique. Après tout, quoi de mieux que de peindre un tableau de la liberté, tout en sirotant un verre de vin sur la terrasse d'un café parisien? Commençons par la littérature. Avec la chute de la monarchie, les écrivains se sont soudainement retrouvés avec une multitude de sujets brûlants à explorer. Les pamphlets politiques fleurissaient comme les fleurs au printemps. Des plumes célèbres, telles que celles de Rousseau et Voltaire, qui avaient déjà ouvert la voie à la critique sociale, se sont vues relancées dans un tourbillon d'expressions littéraires. Les romans de cette époque, qui mêlent souvent drame, passion et idéaux révolutionnaires, sont le reflet d'une société en pleine mutation. Hugo, Dumas et bien d'autres ont pris le relais, transformant le désespoir révolutionnaire en œuvre d'art. Mais que dire de ces écrivains qui, dans leur désir de liberté, ont souvent été obligés de fuir ou de se cacher? Ironiquement, leur quête de vérité et de justice était parfois entravée par la terreur qui sévissait autour d'eux. Les mots avaient du pouvoir, et cela ne plaisait pas à tout le monde. Les censeurs, ces gardiens de la morale, s'évertuaient à museler ceux qui avaient l'audace de critiquer le nouveau régime. Mais comme on le sait, un bon écrivain ne se laisse pas facilement abattre. La répression a souvent stimulé la créativité. Qui aurait cru qu'une bonne dose de danger pouvait donner naissance à des chefs-d'œuvre? Les écrivains ont alors pris sur eux de dépeindre la lutte des classes, la quête de liberté et les souffrances du peuple, tout en faisant preuve d'un humour noir, parfois désespéré. Cela ne vous rappelle-t-il pas certains de nos humoristes contemporains? Passons à la peinture, ce domaine où l'expression visuelle s'est mise au service des idéaux révolutionnaires. Les artistes de l'époque, inspirés par les événements tumultueux, ont troqué leurs portraits de rois et reines pour des scènes de bataille, des manifestations et des portraits de citoyens ordinaires. Jacques-Louis David, par exemple, est devenu le peintre officiel de la Révolution. Il a su capturer des moments emblématiques, comme le célèbre tableau Le Serment des Horaces, qui représente le patriotisme et le sacrifice. Mais n'oublions pas que derrière ces œuvres se cachent souvent des réalités bien plus sombres. David, tout en célébrant la Révolution, était lui-même un homme de pouvoir, naviguant habilement dans les rouages politiques de son temps. Un vrai virtuose. La peinture a également servi de propagande. Les artistes étaient souvent sollicités pour créer des œuvres qui exaltent les valeurs républicaines et le nouveau régime, comme si la peinture pouvait changer le monde. Mais malgré leur grande ferveur, certains artistes ont vu leur carrière s'effondrer aussi rapidement que la tête de Louis XVI. La guillotine ne faisait pas de distinction entre un homme de lettres, un peintre ou un simple citoyen. C'est là que l'ironie de la situation se fait sentir. Ces créateurs, qui avaient tant espéré libérer leur art, se retrouvaient parfois piégés dans les filets de la terreur. Et que dire de la musique?
Ah, la musique, ce langage universel qui, comme chacun sait, a le pouvoir d'unir les cœurs ou de les diviser. Les révolutionnaires ont fait vibrer les cordes vocales de leur chant patriotique, avec des morceaux tels que la Marseillaise, qui est rapidement devenu l'hymne national. Ce chant, qui évoque la lutte et la liberté, a réussi à galvaniser les foules dans les rues de Paris, mais il n'a pas fait que cela. Il a également fait grincer quelques dents parmi ceux qui préféraient une ambiance plus monarchique. Les compositeurs se sont également emparés des idées révolutionnaires, créant des œuvres qui reflètent l'aspiration à la liberté et à la justice. Les salons musicaux, jadis fréquentés par la noblesse, sont devenus des lieux de rencontre où les idées républicaines ont pu être discutées et parfois chantées. Mais il est intéressant de noter que malgré cette effervescence, certains musiciens se sont retrouvés dans l'obligation de composer des œuvres qui plaisent au nouveau régime. Comme si, finalement, la liberté d'expression était un concept encore en phase de développement. En définitive, l'art au temps de la Révolution française se présente comme un reflet complexe d'une société en pleine mutation. Les peintres, écrivains et musiciens ont su exprimer les espoirs et les désillusions d'un peuple en quête de changement. Ils ont navigué entre l'exaltation et la répression, entre l'inspiration et la peur. L'ironie de l'histoire réside dans le fait que, malgré les idéaux de liberté, de fraternité et d'égalité, ces artistes ont souvent été confrontés à la même censure et au même danger que ceux qu'ils critiquaient. Ainsi, la Révolution française a redéfini non seulement le paysage politique, mais également le monde des arts, donnant naissance à une explosion créative qui continue d'influencer les générations futures. Qui aurait cru que des têtes coupées pouvaient donner lieu à tant de chefs-d'œuvre? Après tout, l'histoire a cette fâcheuse tendance à se répéter, mais avec un soupçon d'humour, tout semble un peu moins tragique. La Révolution française, cette période tumultueuse de l'histoire, ne se contenta pas d'être un bouleversement interne. Elle s'étendit rapidement au-delà des frontières de la France, entraînant le pays dans une série de conflits qui marqueraient profondément le quotidien des Français. La guerre, loin d'être une simple toile de fond à la Révolution, en devint un des acteurs principaux, transformant le paysage social, économique et culturel du pays. Dès 1792, la France se trouva engagée dans une guerre contre les monarchies européennes qui craignaient la contagion révolutionnaire. L'Autriche et la Prusse, entre autres, se liguèrent contre la République naissante. Cette coalition, perçue comme une menace existentielle, fit naître un sentiment patriotique intense chez de nombreux citoyens. L'enthousiasme de la Révolution, alimenté par des idéaux de liberté et d'égalité, fut bientôt mêlé à un fervent désir de défense de la patrie. Les volontaires affluèrent pour rejoindre les rangs de l'armée révolutionnaire, motivés par un mélange d'idéalisme et de nationalisme. Cependant, la réalité de la guerre était tout autre. Les batailles étaient rudes et les pertes humaines écrasantes. Les soldats, souvent mal équipés et mal entraînés, faisaient face à des adversaires bien rodés. La défaite de Valmy en septembre 1792 marqua un tournant, mais la joie de la victoire fut rapidement ternie par l'horreur des combats. Les familles qui restaient à l'arrière vivaient dans l'angoisse de recevoir des nouvelles de leurs proches. Les lettres envoyées par les soldats étaient souvent pleines d'espoir, mais la réalité du front était bien plus sombre. Le quotidien des Français se transforma radicalement. Les ressources étaient mobilisées pour soutenir l'effort de guerre. L'agriculture pâtit des exigences militaires. Les paysans, plongés dans la tourmente, devaient fournir des réquisitions pour l'armée. Les villes, quant à elles, se transformaient en véritables centres d'approvisionnement, où la nourriture était rationnée et le marché noir prospérait. Les pénuries alimentaires se faisaient ressentir, et les cris de désespoir des mères de famille résonnaient dans les ruelles. Dans ce contexte, le patriotisme ne tarda pas à se heurter à la fatigue. La population, d'abord galvanisée par l'enthousiasme révolutionnaire, commençait à ressentir le poids de la guerre. Les discours exaltés des leaders révolutionnaires, vantant l'honneur de la patrie, peinaient à masquer les souffrances des gens. Les journaux, qui avaient d'abord relayé des informations encourageantes sur les victoires militaires,
commencèrent à faire état des difficultés croissantes. Les mots liberté et égalité prenaient un goût amer lorsque la réalité du quotidien s'imposait. La guerre créa également une dynamique de méfiance et de division au sein de la société française. Les comités de surveillance, chargés de maintenir l'ordre, se transformèrent parfois en instruments de répression. La peur de l'ennemi intérieur, les soupçons de traîtrise et les dénonciations se multiplièrent. Des voisins, autrefois amis, devenaient des ennemis potentiels. Les exécutions sommaires, symbolisées par la guillotine, frappèrent aussi bien les nobles que les simples citoyens, montrant à quel point la Révolution avait engendré un climat de terreur. Dans ce contexte de guerre et de paranoïa, les femmes prirent une place de plus en plus visible dans la sphère publique. Elles s'engagèrent dans des activités révolutionnaires, devenant parfois des figures emblématiques de la lutte pour la liberté. Cependant, malgré leur participation active, elles se heurtaient à un patriarcat qui peinait à reconnaître leur rôle. Leur contribution était souvent minimisée, illustrant les paradoxes d'une révolution qui promettait l'égalité tout en maintenant des inégalités structurelles. À mesure que les années passaient, la guerre se prolongeait et le peuple français commençait à ressentir l'usure du combat. Les campagnes militaires, qui avaient au départ suscité des élans de solidarité, se transformèrent en une source de désillusion. L'armement des soldats, les pertes sur le champ de bataille et les retours de blessés marquèrent les esprits. La fierté nationale, si vibrante au début, se trouva entachée par le désespoir et le deuil. Le tournant décisif se produisit avec l'ascension de Napoléon Bonaparte. Ce jeune général, initialement perçu comme un héros de la Révolution, parvint à redonner un certain élan à la nation. Il sut mobiliser le patriotisme tout en promettant la stabilité. Mais la guerre continua, et les ambitions napoléoniennes entraînèrent la France dans des conflits encore plus vastes, entraînant une nouvelle génération dans la spirale de la guerre. À travers cette période de guerre et de révolution, un fil conducteur émerge, celui de l'ambivalence du patriotisme. Les Français, à la fois fervents défenseurs de leur patrie et victimes de la guerre, naviguaient entre espoir et désespoir. Ils furent les témoins d'une époque où les idéaux de liberté se heurtaient aux dures réalités du conflit. La guerre, loin d'être une simple parenthèse historique, s'inscrit au cœur de l'expérience révolutionnaire, transformant à jamais la société française. En fin de compte, ce fut un chapitre où le patriotisme côtoya la fatigue et où les rêves de grandeur se mêlèrent aux larmes de ceux qui restèrent sur le rivage, attendant le retour des marins perdus en mer. La Révolution française, ce tourbillon d'idées, de passion et de violence, connaît une de ses périodes les plus sombres avec la terreur. La France, qui s'est unie sous le drapeau de la liberté et de l'égalité, plonge dans un chaos où le sang coule à flot. Au cœur de cette tempête, Maximilien Robespierre, le visage de la Révolution, devient à la fois un héros et un tyran. Mais comme souvent dans l'histoire, le destin a ses propres plans. À l'été 1784, les rues de Paris sont saturées d'un mélange de peur et d'exaltation. Les exécutions s'enchaînent et la guillotine, symbole de la justice révolutionnaire, devient l'instrument d'un pouvoir qui se veut purificateur. Robespierre, en quête d'une vertu républicaine, prône un idéal de morale politique. Cependant, cette quête se transforme rapidement en une chasse aux sorcières, où amis et ennemis sont indistinctement condamnés. Les tensions au sein du comité de salut public, dont Robespierre est le principal architecte, s'intensifient. Les députés, d'abord fervents partisans de la terreur, commencent à douter de la direction que prend le mouvement. La méfiance s'installe et la peur de l'échafaud, qui a si bien servi Robespierre, se retourne contre lui. La Révolution, qui a fait de la terreur une arme, se retrouve piégée par ses propres excès. Le 27 juillet 1784, jour de la fête de la Saint-Jean, le vent commence à tourner. Ce jour-là, Robespierre, dans un discours flamboyant, tente de justifier ses actions. Mais la salle du Conseil n'est plus la même. Ses anciens alliés, tels que Georges Couthon et Louis-Antoine de Saint-Just, l'écoutent d'un air préoccupé, réalisant qu'il est devenu une menace pour leur propre avenir. Tous craignent la colère du peuple, qui pourrait bientôt se retourner contre eux.
La peur, autrefois leur allié, devient leur ennemi. Les conspirateurs, menés par des figures comme Paul Barras, commencent à manœuvrer. Ils voient en Robespierre un obstacle à leurs ambitions politiques. Dans l'ombre, un complot se tisse, mêlant rancœur et opportunisme. Et dans ce jeu tragique, chacun sait que seul celui qui a le plus de pouvoir peut survivre. Le 9 Thermidor en 2, un jour qui restera gravé dans les mémoires, marque la chute de l'homme qui a voulu être le sauveur de la République. Ce jour-là, Robespierre se retrouve acculé, dénoncé par ceux qui étaient ses compagnons de route. La Convention nationale, autrefois son bastion, se transforme en son tribunal. Dans un dernier acte de défi, il tente de s'adresser à ses collègues, mais les huées et les murmures le réduisent au silence. L'icône de la Révolution est désormais un homme isolé. Arrêté, il est conduit à la prison du Luxembourg, mais le destin, déjà cruel, ne s'arrête pas là. Le lendemain, alors qu'il s'apprête à faire face à ses juges, une tentative de suicide échoue, laissant son visage marqué par la douleur et l'angoisse. Ce geste désespéré, révélateur de son état d'esprit, témoigne d'un homme qui a perdu tout contrôle sur sa propre destinée. Le 10 Thermidor, Robespierre et ses partisans sont exécutés. La guillotine, qui a été son instrument de pouvoir, devient son bourreau. Dans un dernier soupir, il disparaît, laissant derrière lui un pays en émoi. Les cris de la foule se mêlent aux échos de la Révolution, mais le sentiment qui prédomine est celui de l'épuisement. La terreur, qui a prétendu éradiquer les ennemis de la Révolution, a finalement dévoré ses propres enfants. La chute de Robespierre marque la fin d'une époque. La terreur, après un an de violence inouïe, s'estompe lentement. Les nouvelles autorités, conscientes du besoin de rétablir une certaine stabilité, s'éloignent des méthodes brutales qui ont caractérisé les derniers mois. Un retour à la modération s'amorce et la Révolution française, tout en continuant à vibrer de ses idéaux, commence à chercher un équilibre. Cependant, la fin de la terreur ne signifie pas la fin des tensions. La France est toujours en proie à des luttes internes, à des révoltes régionales et à la menace extérieure des monarchies européennes, qui n'ont pas oublié l'exemple de la Révolution. Le pays oscille entre espoir et désillusion, laissant entrevoir un futur incertain. Le retour à une certaine normalité s'accompagne d'un sentiment de fatalisme. Les enfants de la Révolution, qui avaient cru à un avenir radieux, voient leurs espoirs se heurter à la réalité des luttes de pouvoir et des ambitions personnelles. Les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, bien que toujours présents, se heurtent aux failles humaines et aux ambitions égoïstes. Ainsi, la fin de la Révolution française ne marque pas seulement la chute d'un homme, mais aussi celle d'un rêve collectif. La France, après tant de tumultes, se prépare à entrer dans une nouvelle ère, mais les cicatrices de la terreur resteront gravées dans les mémoires. Robespierre, avec sa vision déchue, laisse derrière lui une leçon amère sur les dangers de l'idéalisme poussé à l'extrême. Dans les annales de l'histoire, son nom résonnera comme celui d'un homme qui, en cherchant à créer un monde meilleur, a finalement ouvert la voie à une tragédie inévitable. À la fin du XVIIIe siècle, la France a connu un bouleversement sans précédent, la Révolution française. Ce mouvement, qui a secoué les fondements même de la société, a engendré des idéaux qui continuent d'influencer notre monde moderne. Mais quel est l'héritage durable de cette période tumultueuse ? Pour répondre à cette question, il est essentiel de se pencher sur les valeurs et les principes qui ont émergé au cours de ces années, ainsi que sur les répercussions qu'ils ont eues, non seulement en France, mais aussi au-delà de ses frontières. La Révolution a instauré des concepts qui, à l'époque, étaient radicalement nouveaux. La notion de souveraineté nationale, par exemple, a remis en question l'idée de droit divin des rois. Le peuple, désormais, n'était plus perçu comme un simple sujet, mais comme un acteur à part entière de la vie politique. Ce changement de paradigme a eu des répercussions majeures, inspirant d'autres mouvements révolutionnaires à travers le monde, comme la Révolution haïtienne, qui a mené à l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, ou encore les révolutions en Amérique latine. L'idée que le pouvoir doit émaner du peuple et non d'un monarque héréditaire est devenue un principe fondamental des démocraties modernes.
Un autre héritage indélébile de la Révolution française est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée en 1789. Ce texte emblématique a non seulement établi des droits individuels inaliénables, mais a aussi servi de modèle pour d'autres déclarations de droits dans le monde. L'affirmation que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit a résonné dans les luttes pour les droits civiques et les libertés fondamentales dans de nombreux pays. Des figures emblématiques comme Martin Luther King aux États-Unis ou Nelson Mandela en Afrique du Sud ont pu s'appuyer sur ces idéaux pour revendiquer l'égalité et la justice. Cependant, l'héritage de la Révolution ne se limite pas à ces concepts abstraits. Il a également eu un impact tangible sur les structures sociales et politiques. À travers l'Europe, les réformes inspirées par les idées révolutionnaires ont conduit à la création d'États-nations modernes, basés sur des frontières idéologiques plutôt que sur des dynasties. Les révolutions de 1848, par exemple, ont été en grande partie catalysées par le désir d'unifier ces idéaux de liberté et d'égalité avec des aspirations nationales. Les répercussions de ces mouvements ont été profondes, contribuant à façonner le paysage géopolitique que nous connaissons aujourd'hui. Il est important de noter que l'héritage de la Révolution française est également marqué par ses contradictions. Si elle a promu la liberté et l'égalité, elle a aussi ouvert la voie à des périodes de terreur et de répression. La terreur, sous Robespierre, a vu des milliers d'exécutions, remettant en question la légitimité des idéaux révolutionnaires. Cette dualité a alimenté des débats sur la nature même de la liberté. Jusqu'où peut-on aller pour défendre la liberté et à quel prix? Cette question reste d'actualité, alors que de nombreux pays luttent encore avec l'équilibre entre sécurité et liberté individuelle. Parallèlement, la Révolution française a également laissé un héritage culturel riche. Les arts, la littérature et la philosophie ont été profondément influencés par les événements de cette période. Des écrivains comme Victor Hugo et des penseurs comme Rousseau ont cherché à capturer l'esprit de changement et d'émancipation qui a marqué cette époque. Les valeurs révolutionnaires ont nourri une créativité sans précédent, donnant naissance à des mouvements artistiques tels que le romantisme, qui célébraient l'individu et l'émotion, en opposition aux conventions rigides du classicisme. En regardant vers le XXIe siècle, il est fascinant de constater comment les idéaux de la Révolution française continuent d'inspirer des mouvements sociaux contemporains. Des manifestations pour les droits des femmes, aux luttes pour la justice climatique, l'héritage de la Révolution se manifeste dans l'engagement des citoyens à revendiquer leur place dans le débat public. L'idée que chaque individu a un droit de regard sur la gouvernance de sa société est plus pertinente que jamais, alors que les citoyens cherchent à se faire entendre face à des enjeux globaux. Cependant, cet héritage est aussi un appel à la vigilance. Les principes de liberté, d'égalité et de fraternité sont souvent mis à l'épreuve par des forces réactionnaires et des crises économiques. Les tensions entre les différents groupes sociaux rappellent que les idéaux révolutionnaires ne sont pas toujours garantis. Ils doivent être défendus et renouvelés constamment. Le défi consiste à adapter ces valeurs aux réalités contemporaines, tout en restant fidèle à l'esprit de la Révolution. En somme, l'héritage de la Révolution française est un mélange complexe de promesses et de défis. Elle a ouvert la voie à des progrès indéniables en matière de droits humains et de démocratie, tout en nous confrontant à des questions fondamentales sur la nature du pouvoir et de la liberté. En réfléchissant à cet héritage, nous sommes invités à considérer notre propre rôle dans la préservation et l'avancement de ces valeurs. Comme le disait un célèbre révolutionnaire, la liberté ne se donne pas, elle se conquiert. C'est un héritage que nous devons continuer à nourrir, pour nous-mêmes et pour les générations à venir. La Révolution française, ce moment charnière de l'histoire, a engendré une multitude de mythes et d'idées reçues, qui continuent de nourrir notre imaginaire collectif. Plongés dans un tourbillon d'idéaux et de passions, les acteurs de cette époque tumultueuse ont parfois laissé derrière eux des récits embellis, des vérités altérées et, osons le dire, des fables.
Alors, qu'en est-il réellement de ces légendes qui peuplent nos manuels d'histoire? Décryptons ensemble quelques-unes des idées reçues les plus tenaces. Commençons par le mythe du peuple uni contre la tyrannie. À première vue, cela fait un joli slogan, n'est-ce pas? On pourrait s'imaginer que les Français, main dans la main, se sont levés pour renverser un ancien régime oppressif, tous solidaires pour un avenir radieux. Mais la réalité est un peu plus nuancée. La Révolution a été avant tout un kaléidoscope d'intérêts divergents. Entre les Girondins et les montagnards, les royalistes et les sans-culottes, les factions se sont multipliées, chacune avec ses propres agendas, souvent en opposition directe avec ceux de leurs voisins. Au lieu d'une unité harmonieuse, nous avons eu une cacophonie de voix, parfois discordantes, parfois tragiques. Le rêve d'un peuple uni s'est rapidement transformé en un cauchemar de division. Poursuivons avec l'image romantique de la prise de la Bastille, souvent dépeinte comme le symbole ultime de la lutte pour la liberté. Le 14 juillet 1789, des hommes courageux se sont rebellés contre l'oppression, et voilà, la Bastille est tombée. Quelle belle histoire! En réalité, la prise de la Bastille n'était pas tant un acte héroïque qu'un mélange de désespoir et de pragmatisme. Les révolutionnaires ne cherchaient pas tant à libérer des prisonniers, mais plutôt à s'emparer d'armes. La Bastille, bien que symbole de la tyrannie, était presque vide de prisonniers à ce moment-là. Il s'agissait plus d'un entrepôt d'armement que d'un bastion de la répression. Mais bon, qui aime une histoire sans héros? Et que dire de l'idée selon laquelle la Révolution française a été l'incarnation parfaite de la démocratie naissante? Certes, le mot démocratie a beaucoup circulé dans les discours de l'époque, mais il serait imprudent de penser que les idéaux démocratiques ont été appliqués de manière uniforme. La période de la terreur, avec ses exécutions massives et son climat de peur, a largement fait oublier les promesses de liberté et d'égalité. Si on devait élire un champion de la démocratie à cette époque, Robespierre porterait sans doute la couronne, juste avant de subir son propre sort lors de la guillotine, preuve que même les plus ardents défenseurs de la Révolution pouvaient tomber sous le poids de leurs propres idéaux. Avançons un peu dans le temps avec le mythe du peuple qui aurait été le véritable architecte de la Révolution. Ici, l'idée d'une foule exaltée, brandissant des drapeaux tricolores et scandant des slogans révolutionnaires, mérite d'être nuancée. Si le peuple a effectivement joué un rôle crucial, on ne peut ignorer l'influence des élites, des intellectuels et des bourgeois, qui ont souvent été les véritables cerveaux derrière les idées révolutionnaires. Des figures comme Danton, Desmoulins, ou même les philosophes des Lumières, tels que Rousseau et Voltaire, ont largement contribué à façonner les idéaux de la Révolution. Ces hommes, souvent issus de la bourgeoisie, ont guidé le mouvement tout en se présentant comme les porte-voix des masses. Loin d'être une révolution purement populaire, il s'agissait d'un cocktail savamment dosé de réflexion intellectuelle et de passion populaire. Un autre mythe tenace est celui de la Révolution comme un mouvement homogène en faveur de l'égalité. Ah, l'égalité! Ce doux mot qui a tant fait rêver. Pourtant, si l'on creuse un peu, on découvrira rapidement que cette égalité était bien sélective. Les droits des femmes, par exemple, ont été largement ignorés. Olympe de Gouges, avec sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, a tenté de faire entendre la voix des femmes, mais son appel est tombé dans l'oubli et elle a payé le prix fort pour ses idées avant-gardistes. La Révolution a, dans bien des cas, perpétué des inégalités, reléguant les femmes à un rôle périphérique dans le grand théâtre de l'histoire, tout en brandissant des drapeaux de liberté et d'égalité. Enfin, n'oublions pas le mythe du bonheur post-révolutionnaire. Après avoir renversé la monarchie, la France n'a pas été plongée dans un bonheur collectif immédiat. La transition de l'Ancien Régime à la République a engendré un chaos économique, des famines et des guerres. Les promesses de prospérité se sont souvent heurtées à la réalité d'un pays dévasté par les conflits internes et externes. La Révolution, loin d'être un aboutissement heureux, a souvent ressemblé à un long chemin semé d'embûches, où chaque victoire semblait se transformer en une nouvelle bataille.
Ainsi, la Révolution française, loin d'être la saga héroïque que l'on nous raconte souvent, est une réalité complexe, parsemée de contradictions. Elle nous rappelle que l'histoire est rarement simple et que les mythes, aussi séduisants soient-ils, ne sont souvent que des ombres de la vérité. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de la Révolution, gardez à l'esprit que derrière chaque légende se cache une réalité bien plus nuancée, plus humaine et, osons le dire, plus ironique. La Révolution française, débutée en 1789, a véritablement marqué un tournant dans l'histoire non seulement de la France, mais aussi du monde entier. Des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité ont émergé, résonnant au-delà des frontières hexagonales et instillant un vent de changement dans les esprits. Mais avant de tourner la page, prenons un moment pour contempler cette épopée tumultueuse et ses répercussions. Il est fascinant de constater comment un simple appel à la justice sociale a pu déclencher une tempête qui a balayé les monarchies d'Europe. Les premières pages de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 ont ouvert la voie à des revendications universelles. Ce texte, souvent cité, a inspiré d'innombrables mouvements à travers le monde, de l'indépendance des États-Unis à la lutte pour les droits civiques aux États-Unis dans les années 1960. L'idée que chaque individu a des droits intrinsèques, indépendamment de sa naissance, a jeté les bases d'une nouvelle vision du monde. L'impact de la Révolution française ne se limite pas à la sphère politique. Elle a également profondément influencé l'art, la culture et la pensée. Les artistes, musiciens et écrivains, inspirés par les idéaux révolutionnaires, ont cherché à capturer l'esprit du temps. Des tableaux de David aux compositions de Beethoven, la Révolution a été une muse, une source d'inspiration pour ceux qui rêvaient d'un avenir meilleur. En effet, qui aurait pu imaginer qu'une simple lutte contre l'oppression pourrait engendrer une telle effervescence créative? Cependant, la Révolution française fut aussi un processus tumultueux, parsemé de violences et de conflits internes. La terreur, avec ses excès et ses purges, rappelle que même les idéaux les plus nobles peuvent être détournés. Les promesses de liberté se sont parfois heurtées à des réalités bien plus sombres. Mais dans cette tourmente, un paradoxe émerge. Chaque acte de répression a renforcé la détermination des révolutionnaires à poursuivre leur quête de justice. Au fil des années, des voix se sont élevées, plaçant l'accent sur la nécessité de préserver les droits, même face à la tempête. En regardant vers l'avenir, il est impossible de négliger le rôle de la Révolution française dans la propagation des idées démocratiques. Elle a servi de modèle pour de nombreux mouvements d'émancipation à travers le monde, de l'Amérique latine à l'Afrique. Les révolutions et soulèvements qui ont suivi, comme celle de 1848 en Europe, ont souvent été inspirés par l'espoir d'une société plus juste. Même les luttes pour les droits des femmes et des minorités trouvent leurs racines dans cette période charnière. On pourrait presque dire que la Révolution a semé les graines d'un jardin de revendications sociales, dont les fruits continuent de germer aujourd'hui. Mais qu'en est-il de la France elle-même? Le pays a connu une succession de régimes, de l'Empire à la Restauration, avant de trouver un semblant d'équilibre avec la Troisième République. Cette instabilité politique, bien que parfois désordonnée, témoigne d'un désir collectif de liberté et d'autonomie. La Révolution n'a pas simplement renversé une monarchie, elle a initié un processus d'expérimentation politique qui a abouti à la démocratie moderne que nous connaissons aujourd'hui. Dans le monde moderne, il est essentiel de rappeler que les luttes pour la liberté et les droits humains ne sont jamais totalement achevées. La Révolution française nous enseigne que le progrès est un chemin semé d'embûches. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, qu'il s'agisse des inégalités économiques, des tensions raciales ou des crises environnementales, sont autant de réflexions de cette quête perpétuelle pour un monde meilleur. Il est également intéressant de noter que, malgré les avancées réalisées, l'héritage de la Révolution continue de susciter des débats passionnés. La question de la laïcité en France, par exemple, est un témoin de la complexité de l'héritage révolutionnaire. Les idéaux de séparation de l'Église et de l'État, bien qu'ayant été établis en réponse aux abus de l'Ancien Régime,
continue de diviser l'opinion publique aujourd'hui. Cette dualité entre la volonté de préserver la liberté d'expression et le respect des croyances individuelles est une problématique d'une actualité brûlante. En somme, la Révolution française est plus qu'un simple événement historique. C'est un phénomène qui a façonné notre monde contemporain. Elle a jeté les bases de la démocratie moderne, tout en nous rappelant que la lutte pour la justice et l'égalité est un voyage continu. En nous regardant dans le miroir de l'histoire, nous pouvons constater que les idéaux nés dans les rues de Paris résonnent encore aujourd'hui. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, il convient de garder à l'esprit que chaque génération est appelée à poursuivre cette quête. Les idéaux de la Révolution française, bien qu'imparfaits et parfois controversés, demeurent un phare pour ceux qui aspirent à un monde plus juste. Le chemin peut être long et semé d'embûches, mais comme l'ont prouvé nos ancêtres, chaque pas, aussi petit soit-il, peut contribuer à faire avancer la cause de l'humanité. La Révolution française n'est pas seulement une page de notre passé, c'est une invitation à réfléchir, à agir et à rêver d'un avenir meilleur.